cette ligne extrêmement étroite, cette ligne de crête dont je parle déjà depuis maintenant 2 mois, entre l'équilibre qu'il faut trouver entre la reprise économique et en même temps les précautions sanitaires. 584 cas de nouveaux de Covid-19 en Israël, des prévisions alarmantes et des chiffres qui continuent d'augmenter chaque jour. Est-ce qu'Israël se trouve dans la seconde vague de cette crise? C'est ce que nous allons essayer de vérifier ce matin avec le docteur Jo Zrien. Jo, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors, des prévisions alarmantes. On a entendu hier un spécialiste, un conseiller du Premier ministre à la télévision israélienne qui parlait peut-être éventuellement d'un nouveau confinement si la situation continuait d'être alarmante, si les chiffres continuaient d'augmenter. Est-ce que, Jo, on se trouve dans la seconde vague de cette crise du coronavirus ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. La première interrogation, c'est le nombre de patients, le nombre de nouveaux patients atteints de nouveaux malades contaminés. En fait, on est dans une situation aujourd'hui où le nombre de patients correspond à celui qui a entraîné le premier confinement. Soyons clairs, hein, on est vraiment sur cette courbe ascendante et avec un nombre qui correspond réellement à l'obligation normalement de rentrer en confinement. Enfin, de rentrer. En tout cas, c'est ce qui avait prévalu lors du premier confinement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que, est-ce que c'est la première vague qui continue et qui reprend de plus belle, ou est-ce que c'est une deuxième vague? Ce sont des questions sémantiques qui n'ont pas grande importance. Ce qui est certain, c'est que nous assistons aujourd'hui à des pics de pandémie que nous craignons, nous l'avons craint, nous en avions parlé, nous l'avions envisagé à plusieurs reprises sur votre antenne, mais ailleurs également, et d'autres spécialistes aussi en avaient parlé. Et on est dans cette situation aujourd'hui où on a des pics de pandémie, d'infections qui ont recommencé, qui sont importants, qui ont commencé d'abord à partir de la reprise de l'école, si vous vous rappelez bien. Oui, quelques jours après, on a vu flamber à nouveau le nombre de cas. Mais ça, c'était une nouvelle information. Nous avons découvert à ce moment que les enfants étaient plus contaminés qu'on ne le croyait, et qu'ils étaient donc contaminants. Ils ont contaminé leurs parents, leurs grands-parents. Et donc là, on s'est dit, attention, là, il y a un problème. Il y a danger, et puis surtout, il y a un danger. Et puis surtout, on s'est rendu compte que les Israéliens ne respectaient pas les règles qui étaient préconisées, c'est-à-dire les règles sur lesquelles nous sommes tant battus et nous avions tellement insisté, c'est-à-dire le port du masque, c'est-à-dire la distance sociale, c'est-à-dire le lavage des mains, etc. Et que tout ça a été battu en brèche et que nous avions à nouveau une sorte de liberté totale, sans aucune conscience de ce qui était en train de se passer, de ce qui allait se passer. Donc aujourd'hui, on a la conjonction de ces deux problèmes qui fait que la situation est sérieuse. Je ne sais pas si elle est grave, mais elle est sérieuse, et elle va imposer, à mon avis, des décisions qui vont être des décisions sévères. Alors justement, je voudrais qu'on parle un peu justement de ces décisions qui ont été prises, des décisions qui risquent d'être prises prochainement par le gouvernement. On a quand même l'impression que le gouvernement ne sait pas trop quoi faire dans cette situation. On a l'impression qu'il a un peu perdu le contrôle de cette crise. Vous avez aussi cette impression ? On a l'impression qu'il y a, c'est vrai, une sorte de navigation à vue, au jour le jour. Mais c'est difficile, c'est très difficile, car nous avons d'un côté un volet économique qui est fondamental pour l'avenir de ce pays et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation difficile avec 1 million de personnes qui sont au chômage ou qui vont perdre leur travail, avec des entreprises qui n'arrivent pas à reprendre le dessus, à reprendre le travail, le nombre de commerces qui sont fermés, c'est impressionnant. Quand vous promenez dans les villes en Israël, vous verrez un magasin sur 3 ou sur 4 qui a loué ou qui a cessé son activité. Donc réellement, là, il y a une vraie difficulté avec l'industrie du tourisme qui est fondamentale pour Israël, qui s'est cassé la figure, avec plus aucun touriste qui rentre dans le pays, même s'il y a un tourisme intérieur important. Les Israéliens voyagent beaucoup à l'intérieur du pays, les hôtels sont pleins, etc. Mais ça ne suffit pas, et cela va
donc les restaurants, enfin toute cette industrie-là, tout ce monde-là est en grand péril. Je ne parle pas de l'aéroport, enfin des voyages avec la compagnie El Al dont vous allez parler ou vous avez déjà parlé. Donc réellement, là, il y a une difficulté économique qui est fondamentale et qui est vitale pour le pays. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce problème de trouver l'équilibre, ce point d'équilibre entre l'économie, pour conserver bien entendu l'économie, et aussi conserver les règles sanitaires pour les citoyens israéliens. Vous avez tout à fait raison, c'est exactement le nœud du problème, cette ligne extrêmement étroite, cette ligne de crête dont je parle déjà depuis maintenant 2 mois, entre l'équilibre qu'il faut trouver entre la reprise économique et en même temps les précautions sanitaires. C'est très compliqué, c'est très difficile. Je pense que les gouvernants, nos gouvernants, comme ceux dans le monde entier, ont beaucoup une grosse responsabilité, et c'est très difficile. Si nous faisions que du tout économique, nous serions dans une situation dramatique comme aux États-Unis ou au Brésil, et si nous faisons que du sanitaire, c'est-à-dire vraiment confiner tout le monde, eh bien notre économie va s'effondrer complètement, et on aura une situation dramatique. Donc c'est très difficile, c'est très compliqué, et il faut donc... On a cette impression de navigation à vue, mais qui s'adapte au jour le jour. Alors on trouve des solutions avec des confinements localisés. Donc on ferme certains quartiers, ce qu'on appelait les clusters, rappelez-vous. C'est-à-dire on va trouver dans certaines villes une augmentation de cas dans des endroits bien précis. Donc on va fermer ce quartier, on va fermer cette rue. C'est ce qui est en train de se passer. Ce qui s'est passé à Bat Yam, c'est ce qui va se passer à Bnei Brak, c'est ce qui se passe aussi à Jérusalem, dans d'autres villes, à Tel Aviv. Donc où il y a vraiment des foyers importants, avec une reprise de la surveillance par le tracking qui s'est fait de manière brutale et même parfois erratique, il faut le dire, avec beaucoup de personnes qui ont reçu des informations comme quoi elles devaient se mettre en bidouille, car elles étaient passées à tel et tel endroit, ce qui ne correspondait pas à la réalité. Donc ça pose un problème aujourd'hui de pouvoir mettre tout cela en musique. Autant réellement, il y a 2 mois et demi, et je l'avais dit, ça s'était très bien passé, les Israéliens avaient joué le jeu, le gouvernement avait pris les mesures qu'il fallait, autant là on a cette impression un peu de navigation à vue, et puis aussi de la part de nos concitoyens, un manque de conscience. Alors, certes, le masque est obligatoire, il y a une amende si on met le masque, mais ils ne le portent pas. Alors, on va revenir sur ça dans quelques instants, docteur Josdrienne, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur particulièrement. Je voudrais juste qu'on parle un peu des décisions qui ont été prises déjà, qui aussi risquent d'être prises prochainement par le gouvernement, mais peut-être aujourd'hui. C'est concernant les rassemblements. Alors, ils ont été limités jusqu'à présent, jusqu'à pas plus de 50 dans les bars, dans les restaurants, dans les Baté Knesset, dans les synagogues. Et ça risque encore de descendre à encore moins. On parle de 20 personnes dans ces endroits-là. Quelle est la raison pourquoi c'est si important de limiter le nombre de personnes dans ces rassemblements ? Si vous vous rappelez, quand à un moment donné, le gouvernement a permis les mariages à 250 personnes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps. Sûr, il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Et là, moi, j'avais dit, attention, c'est une erreur. On est en train de... C'est une faute, et peut-être une erreur, parce que on va avoir un problème qui est lié à ce qu'on appelle le point R0. Le R0, c'est la vitesse de contamination de ce virus. Je vais vous donner un exemple. Ce virus se propage de cette manière. Vous avez une personne qui est atteinte de Covid, qui rentre dans une salle où il y a 10 personnes. Au bout de quelques heures, c'est une personne plus 3,5, disons 4 personnes. Ça veut dire qu'il y a 5 personnes qui sont infectées. Ces 5 personnes vont sortir et elles vont infecter à nouveau 4 autres personnes, et ainsi de suite. Donc c'est une propagation, c'est vraiment une augmentation qui est rapide, hein, qui est exponentielle, et donc qui fait que plus il y a de monde, et plus vous allez avoir une propagation de ce virus. Donc quand vous avez un rassemblement de 250 ou 500 personnes, la probabilité pour qu'il y ait une personne atteinte du Covid dans la salle est réelle, donc cette personne va contaminer 5 personnes, et ainsi de suite. D'où le fait de limiter la fréquentation, de limiter les rassemblements à 20 personnes, et puis que ces 20 personnes respectent les règles donc de distance, hein, c'est fondamental. Voilà, c'est ça la raison en fait. Hein, la raison n'est que alors, c'est là. Justement. Et puis le fait de multiplier les tests
car je sais que on allait en parler, le fait de multiplier les tests permet d'isoler les personnes qui sont atteintes, et donc automatiquement d'isoler et d'isoler les personnes qui ont été autour d'elles, donc de limiter ainsi la propagation. Ouais. Alors on va parler un peu aussi, pour terminer, justement de ces consignes qu'on va rappeler concernant donc le comportement individuel de chacun dans cette crise du coronavirus. Alors encore une fois, le masque, se laver les mains et essayer les distances entre les personnes. Vous savez, cher ami, on n'a pas de vaccin et on n'a pas de traitement. Soyons clairs, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il n'y a pas, à ce jour, de médicaments, de traitements contre le Covid. On a des traitements pour les complications du Covid, mais on n'a pas de traitement efficace au début du Covid. Ça, c'est le premier point. Il y aura un vaccin, vraisemblablement, mais dans quelques mois. Et ce n'est pas encore demain, non, vraiment dans quelques mois. Donc, en attendant, il va falloir vivre avec ce Covid, il va falloir vivre avec cette infection, et pour vivre avec cette infection, eh bien, il y a des règles, ces règles de sécurité qui sont le port du masque. Encore une fois, le port du masque est aujourd'hui le seul moyen de limiter la contamination. Mais porter le masque intelligemment, c'est-à-dire non pas le mettre de manière poétique, c'est-à-dire sous le menton ou sous le nez, car je vous rappelle que la propagation de ce virus se fait par les gouttelettes de fleurs, par les postillons et par la respiration, donc ça veut dire que ça ne sert absolument à rien. Le masque se porte ici, voilà, au-dessus du nez, et là on a une efficacité. Ça, c'est le premier point, ça c'est fondamental. Et puis, c'est pas nouveau, si un jour on a l'occasion de faire l'histoire du masque, ça remonte à l'Antiquité, et Léonard de Vinci fut le premier à créer un premier masque, et ainsi de suite. Donc, c'est pas par hasard. Rappelez-vous ces images de l'iconographie de nos enfances, quand on voyait les livres d'histoire, on voyait des hommes avec des grandes cagoules et des longs nez noirs. Mais c'était déjà un masque, parce que c'était la seule manière de se protéger. Donc, ça continue. Et aujourd'hui, il faut, permettez-moi juste cette réflexion. Aujourd'hui, il faut un peu de conscience, et je vais vous citer cette merveilleuse phrase du Talmud. En tout homme respecte l'homme. Aujourd'hui, la seule manière de respecter son prochain et de se respecter, eh bien, c'est de respecter ces consignes de sécurité, de faire en sorte que on fasse attention à notre prochain, c'est l'altérité, et que notre prochain ne soit pas mis en danger par notre inconscience. Et notre prochain, c'est qui ? Eh bien, c'est souvent nos parents, nos grands-parents, les personnes âgées ou les personnes déjà malades atteintes de comorbidité. C'est donc la responsabilité de chacun. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Dr Zrian, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci beaucoup.